Alors, donc aujourd'hui, on fait ce webinaire sur le sujet de la préparation à la fin des cookies tiers. Donc nous sommes deux intervenants, Robert. Bonjour à tous, bonjour Antoine, bonjour tout le monde qui est présent aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais juste me présenter très rapidement. Donc Robert Buzard, je suis consultant technique chez Bloomreach. Et Bloomreach, pour information, c'est une plateforme de gestion des données qui regroupe à la fois une partie CDP qui va regrouper les données de vos clients avec un module de marketing automation qui va permettre d'engager avec ses clients. Et je suis ravi aujourd'hui de participer à ce webinaire avec Antoine. Ok, super. Eh bien, Antoine Coubret, de mon côté, je dirige Custup. Custup, c'est un cabinet qui est spécialisé dans l'optimisation de la performance marketing-vente en exploitant les données clients, le sujet dont on va parler aujourd'hui, et les outils de l'écosystème CRM, parmi lesquels les plateformes de type CDP comme Bloomreach. Alors, si on avance d'un cran, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire? On fait ce webinaire parce que la fin des cookies tiers est annoncée. Elle est là, elle est effective, et face à cette fin qui est en train de, on va dire, de petit à petit s'installer, il y a un enjeu pour nous tous qui est de gérer, collecter l'information sur les prospects et les clients d'une autre façon que celle que nous avions en place avec les cookies tiers. Alors, on va revenir en quelques instants sur ce que c'est qu'un cookie tiers. Imaginons que le consommateur soit l'individu qui est dans le petit cercle rose en haut à gauche. Eh bien, lorsqu'il visite un site, le site A, un tiers matérialisé par la base de données que vous voyez à droite, en bas à droite, via le site, dépose un cookie. Alors c'est qui le tiers? Les plus connus s'appellent Google, Meta, et il dépose ce cookie sur le poste de l'utilisateur par l'entremise du site A. Lorsque l'utilisateur revisitera un autre site, disons le site B, grâce aux infos collectées et grâce aux cookies tiers, il va pouvoir faire l'objet d'actions marketing. Alors concrètement, c'est quoi ces actions marketing? Les plus évidentes, c'est le retargeting publicitaire, c'est l'affichage d'éléments de contenu ou d'offres en fonction des infos collectées sur le site A. Donc le tiers dépose, grâce au site A, des infos sur le poste de l'utilisateur, collecte ces infos et est capable de les réexploiter ultérieurement. C'est ce qui a permis en particulier le développement de toute l'offre publicitaire mise en place par Google et Meta. Et ce sont ces cookies tiers qui, entre autres, ont fait les beaux jours du marché publicitaire et ont incroyablement impacté sur la façon d'acquérir et de fidéliser les clients. Ces cookies vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester des cookies first party. Alors c'est quoi un cookie first party? C'est tout simplement un cookie qui sera déposé par votre site grâce à votre infrastructure technologique sur le poste de l'utilisateur. Il y a plein de formes de cookies first party, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisation des cookies tiers va progressivement disparaître. Alors, à quel rythme est-ce que ça se passe? Ça a commencé en fait. Le RGPD, à travers sa propagation, a interdit la mise en place de ces cookies. Et progressivement, à la fois pour s'acheter une conscience, pour faire de la communication et sous la pression, les acteurs type Safari, Firefox, demain Chrome, c'est pas encore le cas, c'est demain, ont supprimé de leur système les cookies tiers.
Alors les conséquences sont lourdes parce que ça bouleverse le marché publicitaire. Alors, le marché publicitaire, c'est pas notre sujet du jour. Si vous voulez comprendre à quel point ça le bouleverse, il y a un livre blanc qui a été fait par l'Alliance Digitale. L'Alliance Digitale, c'est la fusion de l'IAB et de la Mobile Marketing Association. Et ils ont fait un livre blanc qui est vraiment superbe, qui identifie les formes et les nouvelles façons de faire de la pub à l'ère du cookie first party et avec la fin des cookies tiers. Ce que vous devez retenir, c'est que hier, globalement, on avait pour faire de la pub une solution unique. On déposait un cookie tiers grâce à des plateformes que nous avons cité tout à l'heure et d'autres aussi, hein. Demain, ce système avec une seule plateforme va littéralement disparaître, non, mais en tout cas être explosé. Il va y avoir une multiplication des formes de pub, et ça veut dire que pour maîtriser la conquête publicitaire via le digital, il va y avoir encore plus de complexité, encore plus d'expertise. Et deuxièmement, hier, on était dans une approche déterministe. Un cookie égale un utilisateur qu'ensuite on allait rechercher sur les sites tiers. Demain, un individu, parce que je ne peux plus de manière déterministe aller le chercher, il va falloir que je hache ces informations et je vais passer dans des approches publicitaires beaucoup plus probabilistes. Et donc la donnée qui était hier individualisée, déterminée, va devenir une donnée probabilisée, une donnée agrégée. Ça change littéralement le marché de la pub. C'est pas le sujet du jour, mais c'est un gros sujet pour demain et il faut commencer à maîtriser les nouvelles formes de pub pour se préparer à demain. Robert, tu veux peut-être nous faire un petit commentaire pour remettre en évidence les données first party dans ce contexte? Effectivement, donc déjà merci beaucoup Antoine pour ces informations. Effectivement, pour complémenter ce que tu viens de dire, la fin des cookies tiers, ça ne veut pas forcément dire la fin de la publicité, mais là où avant on pouvait bénéficier de ces cookies tiers, aujourd'hui il va falloir plutôt capitaliser sur les informations qui émanent de nos clients. Ces fameuses first party data, ces données first party. Et en capitalisant sur ces informations, on va pouvoir les envoyer aux différents réseaux publicitaires, ceux que tu as nommés notamment, comme Meta et Google, qui sont aujourd'hui voilà, toujours des leviers très importants en termes de publicité. Donc, le gros changement, c'est qu'il va falloir maintenant capitaliser sur les données first party pour pouvoir mettre au point des campagnes publicitaires beaucoup mieux ciblées. C'est donc le message qu'on veut, et c'est celui sur lequel on va zoomer aujourd'hui. Ce message, c'est que à l'heure où les cookies tiers vont progressivement disparaître, hein, de nos écrans et de nos bases de données, il faut que l'on se concentre sur les données first party, les données qui viennent directement de vous. Alors, il y a deux formes de données first party, des données sous forme de cookies, et puis après des données également nominatives. Et donc, il va falloir vraiment zoomer là-dessus. Alors, si on commence par les cookies, eh bien, pour aller poser des données et collecter de la donnée first party d'internautes, il faut commencer l'histoire par un consentement. Et ça, c'est la priorité, ça doit être votre première priorité. Aujourd'hui, le consentement, c'est une obligation légale. Au-delà de ça, c'est une question aussi de respect du consommateur et de la relation qu'on a avec lui. Les meilleurs formulaires de consentement, ils montent jusqu'à 90% de taux de consentement. Je ne sais pas si vous connaissez vos taux de consentement, si vous pouvez dans le chat nous dire si vous les connaissez ou non. On ne vous demande pas de nous les indiquer, mais c'est intéressant que vous vous posiez la question de ce qu'est votre taux de consentement. Dans la mesure où le cookie tiers disparaît, il faut absolument que vous fassiez votre affaire
de la collecte des consentements. Donc il y a un enjeu qui vraiment est d'arriver à attraper des consentements, monter jusqu'à cette cible autour de 90%. Donc il va falloir, pour monter vos tests, vos taux de consentement, organiser votre plan de collecte, organiser vos tests sur les formulaires et euh, euh, faire en sorte que, un, vous attrapiez le consentement, et deux, vous passiez, une fois le consentement attrapé, à une collecte active. On va maintenant regarder ce sujet de la collecte active à travers une première petite phase de démo dans la plateforme. Merci Antoine. Alors, je suis désolé pour ceux d'entre nous qui sont actuellement en train de profiter de ce webinaire et de manger parce que je vais vous mettre à contribution. Je vais vous demander, pour illustrer les propos d'Antoine sur la collecte des données, je vais vous demander eh bien, de scanner le QR code qui apparaîtra dans la slide suivante, de visiter quelques pages des villes préférées de vos villes préférées qui composent ce site internet. Vous allez voir, c'est une agence de voyage. Et je vais vous demander aussi de vous inscrire. Vous verrez, il y aura un pop-up sur la partie en bas à droite de votre écran. Je vais vous demander de vous inscrire. Alors, s'il vous plaît, utilisez un faux nom et une fausse adresse email. Mais surtout, rappelez-vous-en, ce sera important pour la suite. Et surtout, tout le monde verra ces informations-là. Donc, voilà, je vous demanderai juste d'utiliser ce faux nom. Alors, le scan, le voici. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément de téléphone à portée de main, je vais dès à présent poster l'adresse du site sur le chat. Donc, vous pouvez vous y connecter depuis votre ordinateur si vous le souhaitez. Donc, voilà, je vous laisse juste quelques secondes pour pouvoir procéder au scan ou se joindre directement sur le site via l'URL que j'ai déposée dans le chat. Une fois que vous serez redirigé vers le site, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité de naviguer entre différentes villes. Par exemple, ici pour moi, je vais aller voir la ville de Los Angeles. Je vais aller voir, pourquoi pas, la ville de Tokyo, qui est une ville qui m'intéresse particulièrement. Et enfin, je vais aller voir la ville de Santiago, par exemple. Cette navigation, elle est absolument anodine. Aujourd'hui, tous les jours, on procède à ce type de navigation sans se rendre compte que déjà, inconsciemment, on donne des informations sur nos intérêts. Là, ce que je viens de faire, c'est donner des informations au propriétaire du site sur les villes qui m'intéressent. Et déjà, le propriétaire du site Internet peut mettre en avant une certaine customisation en fonction de mes intérêts. Puisque si je retourne maintenant sur la page principale, on voit que déjà, la page est maintenant personnalisée sur la dernière ville que je viens de voir. Donc, on prend déjà en considération mon intérêt pour telle ou telle ville. Si maintenant, je retourne sur la ville de Tokyo et que je veux avoir 10% de réduction, j'ai la possibilité de m'enregistrer. C'est ce que je vous demande de faire au travers de ce pop-up ici en bas à droite. Donc, moi, je vais juste rajouter mon nom et je vais l'appeler Robert, robert.webinaire@exemple.com. C'est une opération totalement anodine que la plupart d'entre nous réalisent tous les jours. Mais là, concrètement, moi, en tant que propriétaire du site Internet, j'ai récupéré différentes informations. Ces informations, grâce à des plateformes telles que la plateforme Bloomreach, je vais pouvoir analyser ces différentes interactions de la part de mes clients et tirer des conclusions et déjà prendre des décisions stratégiques. Ici, vous voyez devant vous un dashboard qui est directement lié au site sur lequel vous êtes en train de naviguer. Si je rafraîchis ce dashboard, je vois ici, en temps réel, les différentes interactions que vous avez pu faire avec le site. Je vois que Hélène s'est connectée. Je vois quelles sont les villes qu'Hélène a visitées. Tokyo, Londres, Santiago. Je vois sa région préférée.
Et toutes ces informations-là, elles émanent uniquement d'une navigation tout à fait anodine. Donc, ce qui vous paraît anodin est finalement des informations extrêmement importantes pour l'utilisateur et pour le propriétaire du site Internet. Je peux voir l'appétence de mon audience pour les différentes villes. Je peux voir les villes qui ont généré le plus de vues. Et ici, on voit concrètement que voilà, Tokyo est la ville qui a été la plus vue dans les 30 dernières minutes. Et si je voulais aller voir, par exemple, le profil de Hélène, et commencer à interagir avec Hélène, j'ai déjà son adresse email. Je vais pouvoir lui envoyer du contenu pertinent sur sa ville préférée et sur, pourquoi pas, les dernières villes qu'elle a visitées. Donc, je vais déjà pouvoir capitaliser là-dessus. Si je vais un petit peu plus loin, je vais voir directement le profil d'Hélène que j'ai pu créer sur la plateforme grâce aux si peu d'interactions qui ont été générées. Eh bien là, je vais avoir encore une vue un petit peu plus ah, pardon, juste, il faut que je récupère l'adresse email. Tac, Hélène Cookies Test. Hélène Cookies Test. Et donc là, j'ai déjà différentes informations sur ce qu'a pu faire Hélène Cookies. J'ai déjà pu alimenter mon Golden Record avec les fameux cookies dont parlait Antoine. J'ai le nom de la personne, j'ai l'adresse email pour pouvoir la contacter. Et j'ai, encore une fois, tout l'historique de navigation à partir du moment où il s'est connecté, de quelle ville, etc., etc. Donc là, je passe déjà, au travers d'une navigation anodine, dans une logique de collecte des données. Antoine, Alors, tu peux nous en dire un ouais, petit peu plus peut-être sur comment on structure ces données une fois qu'on les a collectées? ouais. Le point essentiel pour nous, c'est que euh, au-delà du consentement initial, on est passé par-dessus hein, ici, et je le redis, c'est un impératif, optimiser vos taux de consentement. On a une première phase qui est une phase de collecte anonyme, si tant est qu'on ait obtenu le consentement, et ensuite on a un enjeu qui est de transformer un anonyme en authentifié. Ça s'arrête pas là. Et on a le sujet avec beaucoup de nos clients. Donc nous avons un véritable sujet de fond qui est de compléter au fur et à mesure, en fonction du profil utilisateur, en fonction des parcours cibles et de ce que l'on veut promouvoir par typologie de client, qui est de collecter de manière permanente, de manière progressive et permanente. Donc il faut à la fois enclencher la collecte grâce au consentement et au premier attrapage, on va dire, de données, et ensuite il faut renforcer, continuer, travailler à titre permanent la collecte. Donc il va falloir faire de la collecte profilée et de la collecte permanente. Alors on y va, on regarde à quoi ça ressemble. Ton micro est coupé, je pense. Pardon, désolé. Donc un moyen de récupérer les données, on l'a vu, eh bien, c'est d'utiliser notamment les différents web layers. Donc c'est ce pop-up que vous avez vu sur la partie en bas à droite qui nous a permis de renseigner l'adresse email et de commencer la collecte des données. Donc ces pop-up, on l'a vu ici, très simplement, on va pouvoir créer des champs qui vont avoir une pertinence pour pouvoir après engager avec le client. Donc très souvent, c'est une sorte de récompense, c'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. Tu me donnes des informations sur toi, moi je te donne une réduction par exemple. Ces informations, une fois qu'on les a, on va pouvoir les utiliser et peut-être même aller plus loin dans la personnalisation. Donc ici, on a le même pop-up, le même bannière, mais cette fois-ci, vous voyez, on a des champs qui vont nous permettre une certaine customisation. Donc cette customisation, cette personnalisation, si je passe en mode test et que je la visualise, par exemple, pour un utilisateur qui serait l'email writer, eh bien, déjà, je mets en avant le fait que je connais son prénom, je connais les villes qu'il a visitées, et encore une fois, je vais demander l'adresse email. Donc ici, je montre déjà mon intérêt pour mon client et j'engage déjà avec lui, mais je continue à faire cette demande progressive
de collecte d'informations. D'autres web layers qui peuvent être aussi pertinents et qui peuvent être utilisés, c'est recevoir des échantillons gratuits, si on est une société de parfum notamment. Donc là, encore une fois, c'est du donnant-donnant. Donne-moi ton nom, ton prénom, ta date de naissance, et je t'enverrai des échantillons, par exemple. Autre moyen qui peut être utilisé, c'est clairement donne-moi des informations pour que je sois plus pertinent avec toi. Donc, c'est créer d'autres web layers qui, eux, seront encore plus fournis en termes de questions. On va me demander quelles sont mes catégories de produits préférés, comment est-ce que je souhaite recevoir mes visuels, quel service je souhaite avoir, est-ce que je préfère avoir un service premium ou du petit discount, etc., etc. Et tout ça, à l'issue de cela, on va encore une fois donner un petit coupon de réduction pour remercier l'utilisateur d'avoir bien voulu partager ces informations. Il y a d'autres moyens aujourd'hui que les web layers. On peut aussi penser à envoyer un email. On peut aussi penser au magasin. Donc, toutes les données en ligne, c'est-à-dire lorsque vous vous rendez en magasin, vous procédez à un paiement, on va vous demander est-ce que vous avez une carte de fidélité, est-ce que vous avez une adresse email. C'est aussi un moyen aujourd'hui de récolter des informations sur nos clients pour mieux engager avec eux par la suite. Il y a deux points dans les messages qu'on vous passe là. Le premier message, c'est il faut absolument obtenir le consentement initial. Deuxièmement, c'est la réponse à une question de Carla. Euh, une fois que j'ai le consentement, j'ai toute une période où potentiellement mon prospect, voire mon client, hein, est anonyme. Et c'est ultérieurement que j'arriverai à réconcilier ces informations d'anonyme avec des informations d'authentifié. Et l'autre point, ce qu'on vous dit, c'est le plan de collecte, il doit être omnicanal. Lorsque vous avez des magasins, vous devez pouvoir redistribuer vers vos terminaux de caisse des infos pour arriver sur un profil authentifié à faire une collecte, voire obtenir une collecte initiale. Et lorsque vous jouez avec différents canaux, on va passer au point d'après, eh bien vous allez avoir un enjeu qui va monter, qui va être celui de l'unification des données. Donc vous allez devoir unifier vos données pour bien les exploiter. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ce sujet de l'unification? C'est un sujet clé. On le voit très vite si on fait bien le boulot, si on a une plateforme qui collecte sur différentes sources de données, on va se retrouver avec des données éparses et des données à nettoyer. Donc au début, il faut déjà que je fasse mes nettoyages à l'intégration des données, parfois a posteriori, idéalement l'intégration. Et ensuite, il va falloir que je rapproche et que je consolide des données hétérogènes. Donc, je dois gérer mon dispositif d'unification, mes règles d'unification. Quelles sont les sources d'informations? Quelles sont celles qui ont priorité sur les autres dans la montée en charge? Quelles sont les données maîtresses? Lorsque nous faisons ce genre de chantier, en général, en amont, au moment du plan de collecte, on a défini ce qu'on appelle les golden data, les données incontournables. Et puis après, on arrive aux règles d'unification. Et là, on définit les règles d'unification de votre entreprise. Quelles sont les données que vous voulez unifier, quel est l'ordre, quels sont les traitements que vous voulez opérer, et aussi quels sont les flux retours que vous voulez mettre en place pour qu'une donnée unifiée de qualité se propage et que petit à petit, la qualité de vos données s'améliore. Alors, à quoi ça ressemble une unification quand on passe du côté de la plateforme? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ça, c'est un exemple de la manière dont nous procédons chez Bloomreach. Alors, ça peut être différent selon les plateformes. Nous, la manière dont on procède, c'est d'abord de mettre en avant un identifiant principal. Cet identifiant principal, très souvent, ça va être l'adresse email avec lequel le client s'est enregistré. Il va nous permettre d'avoir tout l'historique du client à partir du moment où il s'est fait connaître. Mais comme on l'a dit, on est aussi en mesure de suivre les activités, l'engagement des clients sur le site Internet notamment, au travers des cookies et lorsqu'ils sont encore anonymes. Donc, ces données de cookies vont aussi être nécessaires, vont nous permettre de comprendre les différentes interactions du client avant même qu'il se soit fait connaître. Ici, nous avons le cas de Maraya Viara,
Et si l'on regarde sur la partie droite de l'écran, nous avons ici tout l'historique de son interaction avec la marque en question. Si nous regardons sa première interaction avec la marque, elle a eu lieu lors d'une visite dans un magasin physique. Ensuite, Maria s'est connectée depuis Google Chrome à San Francisco et via son élément de cookie, nous savons maintenant que ce MacBook Air lui appartient et que le cookie lié à cet appareil est celui-ci. Cela va nous permettre bien, finalement regrouper toutes les activités de ce cookie avec l'adresse email de Maria et donc d'être capable de comprendre ses engagements avec la marque au travers de différents appareils. Un petit peu plus tard, on va le voir dans son historique, elle va aussi se connecter au site depuis son iPhone 12 et cette fois-ci, toutes les activités liées à ce téléphone vont être rassemblées sous le profil de Maria. Ainsi, on va avoir une vue vraiment 360 des activités de Maria avec la marque, mais surtout les informations que nous avons pu glaner au gré de ces interactions au travers des différents appareils, au travers de ces visites en magasin, eh bien, nous allons pouvoir les rassembler au travers de ce qu'Antoine appelait le Golden Record, donc certaines informations qui vont être primordiales pour interagir avec elle, son nom, son prénom, sa ville, son genre, sa date de naissance. Si on regarde le profil d'un autre client qui est un petit peu plus complet, lui c'est celui de Claude Auga qui aussi a rendu visite à un magasin physique, mais aussi a procédé à des achats en ligne. Eh bien, on va voir que on va avoir des informations beaucoup plus complètes sur lui, telles que ses produits préférés, c'est les produits de mode homme, son magasin préféré, celui de Pacifique Saint-Lazare. Toutes ces informations que nous avons pu récupérer vont nous permettre de personnaliser notre communication avec l'autre, lui proposer des événements particuliers au magasin proche de chez lui, lui proposer des produits qui lui sont pertinents en fonction de ses achats précédents. Et finalement, cette collecte sans arrêt progressive nous permet d'enrichir nos informations et d'enrichir la relation que nous avons avec nos clients. Ok. Alors, une fois qu'on a de la donnée collectée, et ça va être notre dernier point, il faut ajuster la communication avec les clients. Alors, l'idéal, c'est l'individualisation. Soyons clairs, conceptuellement, c'est très, très, très séduisant. La vague de l'IA devrait nous permettre de bien l'opérer et dans les prochains semestres. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, entre l'individualisation et le marketing de masse, il y a encore la segmentation. Et c'est un superbe mi-chemin opérationnel. Vous pouvez, à partir des données à disposition, calculer des segments. Vous pouvez formaliser vos règles de segmentation, travailler vos règles de segmentation hors des plateformes en faisant de l'analyse de données, la data science. Et globalement, ce qu'on voit performer, c'est un bon vieux RFM, le traditionnel, mixé, et c'est là où c'est essentiel, avec de l'info contextuelle, avec de l'info comportementale, ces fameuses infos que nous sommes maintenant capables de collecter au fur et à mesure. Et ça permet de monter un discours, un échange avec le client qui à la fois repose sur des infos transactionnelles traditionnelles et sur du comportement plus proche de sa catégorie d'appartenance. Donc on a un boulot à faire pour segmenter, calculer les règles de segmentation, les réinstaller dans les plateformes pour pouvoir ensuite les exploiter lors du plan de dialogue. Il nous reste 3 minutes pour finir, Robert. Allez, challenge accepté. Effectivement, on a réussi à collecter différentes informations, créer ces golden records. Ces informations, elles vont nous permettre d'aller créer une segmentation. Si on reprend l'exemple tout à l'heure de l'agence de voyage sur laquelle vous êtes connecté, on a récupéré certaines informations lorsqu'il y a eu un booking qui a été effectué. Ces informations, ça me permet de créer une segmentation d'un voyageur seul, d'un voyageur en couple,
d'un voyageur sur une famille de 4 ou moins, ou sur un groupe de 5 ou plus. Cette segmentation, je vais pouvoir la créer grâce aux informations que j'ai tout simplement pu récolter lors du booking. Ici, on voit qu'on a acheté pour plus de 4 utilisateurs. Et donc, je vais pouvoir créer mes différents segments. Et cette segmentation, je vais pouvoir la visualiser, voir comment est-ce que mes clients sont répartis au gré de cette segmentation et commencer à pouvoir communiquer avec eux de la bonne manière. Je ne vais pas communiquer et proposer les mêmes offres à quelqu'un qui est un voyageur seul et une communication qui est pour des clients qui voyagent en famille doit être beaucoup plus adaptée. Elle est complètement différente. Donc, je vais pouvoir mettre tout cela en place grâce à cette segmentation liée aux données clients. Pareil, sur les recherches, c'est des données comportementales. Ici, je base ma communication sur les recherches qui ont été effectuées. Si mes clients ont fait des recherches en économie, premium économie, business ou first, évidemment, ma communication doit être ajustée en fonction de ses besoins. Encore une fois, ces informations, elles vont émaner tout simplement des données de recherche que j'ai pu récolter au gré de la navigation des clients sur le site. Ici, c'est toutes mes recherches liées à l'économie ou alors à des recherches first. Et enfin, et je terminerai là-dessus, c'est la bonne vieille segmentation RFM dont parlait Antoine, qui va me permettre eh bien, de segmenter ma base de données clients en fonction de la récence, de la fréquence et du chiffre d'affaires de chacun de ces clients. Encore une fois, ce sont des informations qui émanent de chez moi, qui sont directement intégrées sur la CDP, puisque les clients nous les ont fournis au gré de leurs interactions avec nous. Ici, par exemple, un client champion chez moi, c'est quelqu'un qui a commandé dans les 219 jours, qui a procédé à plus de 2 achats, qui a un chiffre d'affaires supérieur à 65 euros. Si je veux aller encore plus loin et rentrer d'autres informations beaucoup plus précises, je peux aller directement chercher ces informations dans ma CDP. Par exemple, rajouter la notion de pays. Ici, je veux les clients qui sont, par exemple, basés en Allemagne. Et vraiment affiner ma segmentation pour aller au plus précis et être le plus pertinent dans la manière avec laquelle je vais engager avec mes clients. Voilà pour la partie segmentation. Alors, Antoine, peut-être tu voulais compléter ce que je viens d'illustrer? Ouais. Une fois que la segmentation est réalisée, bah, il faut organiser le dialogue client et là on reprend un flux de travail assez classique, enfin ou déjà maîtrisé ou qu'on abordera lors de prochains webinars, qui est autour des scénarios et du marketing automation, donc toute l'organisation du plan relationnel et du dialogue client. Mais si on s'en tient à notre sujet du jour, qui est la préparation de la fin des cookies tiers, je te propose d'aller à la fin des slides. En fait, ce qu'on vient de passer en revue avec vous, c'est qu'il y a une fin des cookies tiers qui est annoncée, elle arrive, elle va avoir des énormes impacts sur le marché publicitaire, il va falloir revisiter vos stratégies publicitaires. Et puis, elle a une conséquence directe qui est que hier déjà, vos données first party, c'était un enjeu clé pour conquérir et fidéliser vos clients. Bah, ça va monter, monter, monter encore en puissance. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils qui nous permettent de faire ça et que dans l'ordre, il faut obtenir le consentement, monter son plan de collecte, enrichir progressivement, désentrelacer, unifier, pour pouvoir ensuite segmenter et bien dialoguer afin de faire face et de faire monter en puissance vos cookies first party.